Après une maladie, l'homme d'affaires a fait semblant d'être inconscient, et ce qu'il a entendu de la domestique l'a bouleversé. Elle l'aimait. L'automne à Lyon avait cette odeur impossible à décrire, un mélange de marron grillé des chariots de la place Bellecour, de feuilles humides sur les pavés et de pain frais sortant des fours à 5 heures du matin. François Dumas connaissait cette odeur mieux que quiconque. C'était l'odeur de son empire silencieux, des 17 boulangeries artisanales qui portaient son nom discrètement gravé sur les plaques de bronze. Boulangerie Dumas, depuis 1987. 52 ans, cheveux grisonnants parfaitement peignés en arrière, lunettes à monture fine qu'il ajustait constamment. François était le genre d'homme qui inspirait le respect dès le premier regard, pas par arrogance, mais par présence. Il marchait dans les rues de la Croix-Rousse comme quelqu'un qui connaît chaque pierre, chaque recoin, chaque secret de ce quartier de traboules et d'histoire ouvrière. Sa maison, une résidence du 19e siècle restaurée avec un soin obsessionnel, se trouvait à la montée de la Grande Côte, avec de hautes fenêtres donnant sur les toits de tuiles rouges et, au loin, la basilique de Fourvière, brillant comme une sentinelle dorée. C'était mardi, 23 octobre. François se souvenait de la date parce que c'était l'anniversaire de la mort d'Hélène, sa femme. 9 ans. 9 ans depuis que le cancer l'avait emporté en 3 mois brutaux, transformant la femme vibrante qui riait trop fort au restaurant en une ombre fragile qu'il tenait par la main pendant les nuits d'hôpital. François ne pleurait plus. Il n'en parlait plus. Il travaillait simplement. Il avait toujours travaillé. C'était sa façon de ne pas penser, de ne pas sentir, de ne pas se rappeler que la maison restait trop grande pour un homme seul. Ce matin-là, il s'était levé à 5h15, comme toujours. Il avait bu un café noir, sans sucre, accompagné de 2 tranches de pain de seigle qu'il faisait lui-même le dimanche. Il avait enfilé son costume gris anthracite, celui qu'il portait le mardi, puis était descendu au bureau du 2e étage. Là, entouré de dossiers, de tableaux et de l'odeur de bois ciré, François révisait les chiffres de la semaine. L'expansion vers Saint-Étienne était presque finalisée. Une boulangerie de plus, un projet de plus, une nouvelle façon de remplir le vide. À 8h30, il entendit la clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée. Des pas légers, précis. Camille. Camille Moreau avait 38 ans et une présence qui occupait exactement l'espace nécessaire, ni plus ni moins. Cheveux châtains toujours attachés en un chignon bas. Yeux couleur miel qui observaient tout sans juger. Mains habiles qui transformèrent le chaos en ordre sans bruit. Elle travaillait pour François depuis 6 ans, 5 matinées par semaine, de 8h30 à midi. Elle nettoyait, organisait, cuisinait si nécessaire, s'occupait des plantes avec une patience que François lui enviait secrètement. Il ne lui avait jamais posé beaucoup de questions sur sa vie. Il savait qu'elle vivait seule dans un petit appartement du quartier de la Guillotière, qu'elle avait une sœur à Grenoble, qu'elle aimait lire des romans russes durant ses après-midi libres. Camille ne parlait pas beaucoup, mais lorsqu'elle parlait, elle choisissait les mots comme on choisit des fleurs, avec attention, avec intention. « Bonjour, monsieur Dumas », dit-elle comme toujours, en déposant les clés sur le plateau d'argent du hall. « Bonjour, Camille », répondit-il sans lever les yeux de son tableau. C'était ainsi tous les jours, un rituel, une chorégraphie silencieuse qui fonctionnait parce qu'aucun des deux n'exigeait plus que ce qui était convenu. Camille accrocha son manteau au porte-manteau, enfila ses chaussons de travail et commença par la cuisine. François entendit le bruit du robinet, de la vaisselle rincée, du chiffon microfibre glissant sur le marbre. Il aimait ces sons. Ils signifiaient que la maison était vivante, même si seulement pour quelques heures. À 10h40, François sentit une étrange pression dans la tempe gauche, une tension. Il ignora. Il continua à taper, ajuster des chiffres, envoyer des emails au gérant. À 10h53, la pression s'intensifia. Il cligna plusieurs fois, essayant de focaliser une vision qui commençait à se brouiller sur les bords. À 10h57, François Dumas, l'homme qui ne tombait jamais malade, qui ne manquait jamais une journée, qui ne montrait jamais de faiblesse, sentit tout le côté droit de son corps s'engourdir, comme si un interrupteur invisible l'avait éteint. Le stylo tomba de sa main. Son corps glissa de la chaise. La dernière pensée consciente de François avant le sol fut « pas maintenant, pas comme ça ». Camille se trouvait dans la chambre d'amis, en train de changer les draps, lorsqu'elle entendit le bruit sourd. Ce n'était pas fort, mais c'était anormal. Le genre de son qui ne devrait pas exister dans une maison silencieuse à 11h du matin. Elle lâcha l'oreiller et courut vers le bureau.
François était au sol, de côté, ses lunettes de travers, les yeux ouverts mais défocalisés, la bouche légèrement tordue, essayant de former des mots qui ne sortirent pas. Camille ne cria pas. Elle ne paniqua pas. 6 ans à s'occuper d'une maison vous apprennent à distinguer les vraies urgences des simples frayeurs. Et cela, c'était une urgence réelle. Elle s'agenouilla à côté de lui, vérifia la respiration, le pouls. Fort, mais irrégulier. Elle prit son téléphone dans la poche de son tablier et appela le SAMU. « J'ai besoin d'une ambulance. Montée de la Grande Côte, numéro 42. Homme, 52 ans, suspicion d'AVC. Oui, il est conscient mais ne peut pas parler. Non, je ne vais pas le déplacer. Oui, je serai à la porte. » Elle raccrocha et regarda François. Ses yeux trouvèrent les siens. Il y avait une peur là, une peur que Camille n'avait jamais vue chez cet homme qui semblait fait de granit et de routine. Elle prit sa main gauche, la seule qui répondait encore. « Monsieur Dumas, regardez-moi, l'ambulance arrive. Vous allez aller bien, je suis là. » François serra sa main avec une force désespérée. Camille serra en retour. L'hôpital Édouard Herriot sentait le désinfectant et le café réchauffé. Camille attendit dans la salle d'urgence pendant que les médecins emmenaient François pour les examens. Elle appela sa nièce, Élodie, à Paris, appela le gérant principal des boulangeries, puis s'assit sur une chaise en plastique orange et attendit. 3 heures plus tard, une jeune médecin aux yeux fatigués franchit les portes battantes. « Famille de Monsieur Dumas ?» Camille se leva. « Je suis sa femme de ménage. Sa nièce est en route depuis Paris. Comment va-t-il » La médecin hésita, mais quelque chose dans la posture de Camille dut la convaincre. C'était un AVC ischémique léger. Nous avons pu intervenir à temps. Il aura des séquelles minimes s'il suit le protocole de récupération. Il a eu de la chance de ne pas être seul quand c'est arrivé. Camille acquiesça lentement. « Puis-je le voir ?»« Pas pour l'instant. Il est sous sédation. Revenez demain matin. » François se réveilla dans une chambre blanche, des tubes dans le bras et le bourdonnement doux des machines. Il lui fallut quelques secondes pour se souvenir. Le bureau, la pression dans la tête, le sol, Camille. Il essaya de bouger, mais son corps répondit lentement, comme s'il était plongé dans du miel. Sa bouche était sèche. Il avait un goût métallique sur la langue. « Monsieur Dumas ?» Il tourna la tête. Le mouvement exigea un effort immense et vit une infirmière ajustant la perfusion. « Ravi de vous revoir parmi nous. Vous nous avez fait peur, mais vous êtes stable maintenant. » François essaya de parler. Sa voix sortit rauque, étrange. « Camille, ou la dame qui vous a amené, elle est restée ici jusqu'à tard hier soir. Elle a dit qu'elle reviendrait ce matin. » François ferma les yeux. Quelque chose en lui, quelque chose qui était verrouillé depuis 9 ans, commençait à se fissurer. Camille revint le lendemain avec un petit sac contenant des pyjamas propres, des produits d'hygiène et un livre, les Hauts de Hurlevent, qu'elle savait que François avait dans sa bibliothèque, mais n'avait jamais lu. Il était éveillé, assis dans son lit, le visage encore pâle mais les yeux alertes. « Bonjour, monsieur Dumas. »« Camille. » Sa voix était plus ferme. « Merci. Pour tout. » Elle hocha la tête, déposant le sac sur la chaise. « Les médecins ont dit que vous pourriez sortir dans 3 jours si tout se passe bien. J'ai appelé Élodie. Elle arrive ce soir. Vous n'aviez pas besoin de vous déranger. »« Je sais. » Camille réarrangea les fleurs que quelqu'un avait apportées, probablement le gérant des boulangeries. « Mais je l'ai voulu. » François l'observa en silence. Il y avait quelque chose de différent en elle, ou peut-être était-ce lui qui voyait différemment. La manière dont elle bougeait les mains, la courbe de son cou lorsqu'elle inclinait la tête, la patience infinie dans ses gestes. « Combien de temps êtes-vous resté ici hier ?» Camille ne détourna pas le regard. Le temps qu'il fallait. 3 jours plus tard, François reçut sa sortie avec une liste de recommandations médicales longue comme un testament. Kinésithérapie, suivi neurologique, médication quotidienne, repos absolu pendant 2 semaines. Élodie, sa nièce de 29 ans, arriva de Paris dans un nuage de parfums chers et de véritable inquiétude. « Tonton, tu m'as fait peur. » Elle l'enlaça avec précaution, comme s'il risquait de se briser. « Je reste quelques jours. Pas de discussion. » François, trop fatigué pour débattre, acquiesça simplement. Camille était là aussi, discrète comme toujours, aidant à organiser le retour à la maison. Élodie la salua d'un sourire. « Vous êtes Camille, n'est-ce pas? Mon oncle m'a parlé de vous. Merci d'avoir veillé sur lui. » Camille rosit légèrement. « Je n'ai fait que ce qu'il fallait. » « Eh bien, merci quand même. »
Dans la voiture, en direction de la Croix-Rousse, Élodie ne cessa de parler, de son travail dans une galerie d'art, du petit ami qui n'en était peut-être plus un, de Paris qui était insupportable en automne. François écoutait en silence, reconnaissant pour la distraction. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Camille avait déjà tout préparé. La chambre de François aérée, drap propre, fleurs fraîches sur la table de chevet, une soupe légère chauffant sur le feu. « Camille, vous n'aviez pas besoin de... »« Je sais, mais c'est fait. » Élodie observa l'échange avec intérêt. François le remarqua et détourna le regard. Les premiers jours à la maison furent étranges. François, habitué à tout contrôler, se découvrit dépendant d'aide pour les choses les plus simples. Élodie restait près de lui comme une ombre protectrice. Mais c'était Camille qui comprenait réellement ce dont il avait besoin avant même qu'il ne le demande. Un verre d'eau avant les médicaments. La fenêtre entr'ouverte parce qu'il aimait l'air frais, mais pas les courants d'air. Le silence lorsqu'il avait besoin de silence. Un après-midi, alors qu'Élodie était sortie acheter des ingrédients pour le dîner, François était allongé sur le canapé du salon, faisant semblant de lire le journal. Camille entra avec un plateau de thé. Tisane de camomille, ça aide à se détendre. « Merci. » Elle déposa le plateau et se dirigea vers la cuisine. François, sans trop réfléchir, parla. « Camille ?» Elle s'arrêta, se retourna. « Oui ?» Il hésita. Il y avait tant de choses qu'il voulait demander, mais il ne savait pas comment les formuler. « Pourquoi êtes-vous resté à l'hôpital? Pourquoi êtes-vous ici tous les jours? Pourquoi me regardez-vous comme si j'étais plus que votre employeur? » Rien. Juste merci, encore. Camille sourit, un petit sourire, presque triste. De rien, monsieur Dumas. Et elle sortit. François resta longtemps à regarder la porte vide. La semaine suivante, quelque chose commença à changer. François se surprit à observer Camille. Pas consciemment, pas volontairement, mais il l'observait. La façon dont elle plaçait ses cheveux derrière l'oreille lorsqu'elle se concentrait. La manière dont elle fredonnait doucement en repassant. La façon dont elle lisait les étiquettes des emballages, bougeant les lèvres silencieusement, comme si elle mémorisait de la poésie. Élodie le remarqua elle aussi. « Tonton, je peux te poser une question ?» C'était vendredi soir. Ils dînaient dans le salon, assiette en céramique bleue posée sur leurs genoux, le journal télévisé muet à la télévision. « Oui. Depuis combien de temps Camille travaille-t-elle ici ?»« 6 ans. »« Pourquoi ?» Élodie haussa les épaules, mais son geste avait quelque chose de calculé. Simple curiosité. Elle semble dévouée. François mâcha lentement. « C'est une excellente professionnelle. » « Professionnelle. » Élodie répéta le mot comme si elle en goûtait la texture. « Il n'y a que ça? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ?» Élodie inclina la tête, étudiant son oncle. « Je ne sais pas, tu me le dis. » François sentit une irritation irrationnelle lui monter à la gorge. « Élodie, elle est mon employée. Point. » « D'accord. » Élodie reporta son attention sur son assiette, mais François vit le petit sourire au coin de sa bouche. Cette nuit-là, François ne parvint pas à dormir. Il resta allongé, regardant le plafond, tentant de comprendre l'inquiétude qui le gagnait. Était-ce la médication, la convalescence, ou autre chose, quelque chose qu'il ne voulait pas nommer, parce que nommer signifiait reconnaître. Il pensa à Hélène. Il pensait toujours à elle lorsqu'il ressentait de la culpabilité. Hélène qui riait fort, qui dansait dans la cuisine, qu'il appelait mon ours, parce qu'il était grand, maladroit, grincheux. Hélène qui était morte en tenant sa main, lui demandant de promettre de vivre, pas seulement d'exister. François n'avait jamais tenu cette promesse. Il se tourna sur le côté, tira la couverture jusqu'au menton. Demain, Camille reviendrait. Demain, il continuerait de prétendre que ce n'était que de la gratitude. Demain, il continuerait de se mentir à lui-même. Mais quelque chose en lui, quelque chose de petit et d'entêté, commençait à se demander combien de temps encore il pourrait tenir la façade. Le lundi matin arriva avec une pluie fine qui transformait Lyon en aquarelle grise. François était assis dans son fauteuil du salon, une couverture sur les genoux, regardant les gouttes glisser sur les vitres. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'AVC. 3 semaines pendant lesquelles son corps récupérait lentement, mais son esprit restait prisonnier d'une confusion qu'il ne savait pas nommer. Élodie était repartie à Paris la veille, non sans avoir laissé une liste de recommandations longue comme le Rhône. Camille continuait à venir tous les matins, ponctuelle comme une horloge suisse, avec son silence apaisant
et ces gestes précis qui transformaient le chaos en ordre. Mais quelque chose avait changé. François le sentait. Une tension invisible flottait dans l'air entre eux, comme une corde de violon trop tendue, prête à se rompre au moindre mouvement brusque. Ce matin-là, alors que Camille arrangeait des dahlias pourpres dans un vase de cristal près de la fenêtre du salon, François la regardait, vraiment la regardait. La lumière automnale accrochait des reflets dorés dans ses cheveux, et il y avait quelque chose dans la courbe de son cou, dans la concentration de ses mains, qui lui serrait la poitrine d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Monsieur Dumas, vous avez besoin de quelque chose. » La voix de Camille le sortit de sa rêverie. Elle le regardait avec ses yeux couleur miel qui semblaient toujours voir trop, comprendre trop. « Non, non, merci. » Elle hocha la tête et retourna aux fleurs. François ferma les yeux, agacé contre lui-même. « Ressaisis-toi. Elle travaille pour toi. C'est de la gratitude, rien d'autre. De la gratitude parce qu'elle t'a sauvé la vie. » Mais au fond de lui, une voix plus honnête murmurait « menteur ». L'après-midi, François décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il fit semblant de s'être endormi dans son fauteuil. Ce n'était pas prémédité, pas vraiment. Il était fatigué après le déjeuner, avait fermé les yeux, et quand il avait entendu Camille entrer dans la pièce sur la pointe des pieds, quelque chose l'avait poussé à rester immobile, à respirer lentement, à faire croire qu'il dormait. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être par curiosité, peut-être par peur, peut-être parce qu'il voulait voir comment elle était quand elle pensait qu'il ne pouvait pas la voir. Camille s'approcha doucement. François sentit son parfum, quelque chose de discret, de floral, de propre. Elle ajusta la couverture sur ses jambes avec une délicatesse qui lui fit monter un nœud dans la gorge. Puis elle s'assit sur le pouf près de la fenêtre et François l'entendit soupirer. Un long soupir chargé d'une fatigue qui n'était pas physique. « Mon Dieu !» elle murmura, si bas que François dut tendre l'oreille. « Qu'est-ce que je fais ?» Le silence s'étira. Puis, d'une voix encore plus basse, presque un murmure pour elle-même, « Je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas. Je ne peux pas le regarder tous les jours en sachant que... » Elle s'interrompit. François sentit son cœur battre si fort qu'il avait peur qu'elle l'entende. « C'est ridicule, pathétique même. Une femme de mon âge, avec des sentiments de collégienne, il ne me verra jamais autrement que comme la femme qui nettoie sa maison. Et pourquoi le ferait-il? Je ne suis rien, personne. » La voix de Camille se brisa légèrement. « Mais mon Dieu, comme je l'aime, comme je l'ai toujours aimé, même quand il était distant, froid, perdu dans son travail. J'ai aimé sa tristesse, sa solitude, sa façon de porter le monde sur ses épaules sans jamais demander d'aide. J'ai aimé l'homme sous l'armure, et maintenant qu'il est fragile, maintenant qu'il a besoin d'aide, tout ce que je veux, c'est être celle qui... » Elle ne finit pas la phrase. François entendit le bruit d'un mouchoir, un reniflement discret. « Mais ce n'est pas pour moi, ça ne l'a jamais été. Je devrais partir, trouver un autre emploi, oublier. Mais comment oublie-t-on quelqu'un qu'on voit dans chaque coin de cette maison? Comment oublie-t-on un homme qui ne sait même pas qu'il nous a brisé le cœur sans jamais nous toucher ?» Le silence retomba. Puis Camille se leva, ajusta encore une fois la couverture et sortit de la pièce sur la pointe des pieds. François resta immobile pendant ce qui lui sembla une éternité. Son cœur cognait contre ses côtes comme un prisonnier contre les barreaux. Ses mains tremblaient, sa bouche était sèche. Elle-même, les mots tournaient dans sa tête encore et encore comme un disque rayé. Elle-même, elle m'a toujours aimé et je ne savais pas. Comment ai-je pu ne pas savoir? Et pire encore, qu'est-ce que je ressens? Les jours suivants furent une torture. François ne savait plus comment se comporter autour de Camille. Chaque mot semblait chargé de sens caché, chaque regard durait une seconde de trop. Il l'observait, constamment, compulsivement, cherchant des signes de ce qu'elle avait avoué dans ce moment volé où elle croyait être seule. Camille, de son côté, semblait plus réservée, professionnelle à l'extrême. Elle faisait son travail avec l'efficacité habituelle, mais évitait les conversations qui n'étaient pas strictement nécessaires. François se demandait si elle regrettait d'avoir parlé à voix haute, même en pensant qu'il dormait. Un soir, seul dans son lit, François prit une décision. Il devait mettre de la distance. C'était la seule chose sensée à faire. Camille méritait mieux que ses émotions confuses, que son incapacité chronique à gérer les sentiments, que son cœur encore hanté par une femme morte depuis 9 ans.
Il l'appela le lendemain matin. « Camille, j'ai réfléchi. Je pense que j'ai besoin d'un peu d'espace pour me concentrer sur ma récupération, sans distraction. » Le silence au bout du fil était assourdissant. « Je comprends, monsieur Dumas. Ce n'est pas à cause de vous. Vous avez été extraordinaire. Vraiment. Mais j'ai besoin de... » « Je comprends, » elle répéta, et François entendit quelque chose se briser dans sa voix. « Combien de temps ? Je ne sais pas. Quelques semaines. 1 mois. Peut-être. D'accord. Je vais laisser les clés chez Madame Petit, la voisine, si vous avez besoin de quoi que ce soit. »« Merci, Camille. » Elle raccrocha. François resta avec le téléphone à la main, sentant un vide s'ouvrir dans sa poitrine. C'est mieux comme ça. C'est mieux pour elle. C'est mieux pour tout le monde. Mais il ne se sentait pas mieux, pas du tout. Les jours sans Camille furent insupportables. La maison, qui avait toujours été trop grande, devint un mausolée. François essayait de maintenir une routine, se lever, prendre ses médicaments, lire, travailler un peu sur les dossiers de l'entreprise, mais tout semblait fade, vide de sens. Il pensait à elle constamment, à la façon dont elle arrangeait les fleurs, au son de ses pas dans le couloir, à son parfum discret qui s'attardait dans les pièces longtemps après son départ, et surtout, il pensait à ces mots. « Comme je l'aime, comme je l'ai toujours aimé. » 1 semaine passa, puis 2. François maigrissait, il dormait mal. Les gérants de ses boulangeries appelaient, inquiets. Élodie appela depuis Paris, sentant quelque chose d'anormal dans sa voix. « Tonton, qu'est-ce qui se passe? Tu as une voix de déterré. »« Je vais bien. »« Menteur, c'est Camille, n'est-ce pas? » « Qu'est-ce que tu as fait ?» François hésita. Puis, parce qu'il était fatigué, parce qu'il était perdu, parce qu'il avait besoin que quelqu'un lui dise qu'il n'était pas en train de devenir fou, il raconta tout. L'aveu qu'il avait entendu, la confusion, la peur, l'éloignement. Élodie resta silencieuse pendant un long moment après qu'il eut fini. « Tonton, tu es un idiot. »« Pardon ? Un idiot, un crétin, un imbécile de première classe. » Élodie. « Non, écoute-moi. Cette femme t'aime, vraiment t'aime. Et toi, au lieu de réfléchir à ce que tu ressens vraiment, tu la repousses parce que quoi? Parce que tu as peur? Parce que tu penses que tante Hélène te jugerait? » François sentit sa gorge se serrer. « Ta tante est morte il y a 9 ans. » Élodie continua plus douce maintenant. « Et elle t'aimait assez pour vouloir que tu sois heureux, pas que tu passes le reste de ta vie à te punir. Je ne sais pas si je peux aimer à nouveau. Alors découvre-le. Mais ne la punis pas, elle, pour ta peur à toi. » Cette nuit-là, François ne dormit pas. Il erra dans la maison comme un fantôme, touchant les objets que Camille avait touchés, se rappelant des moments qu'il n'avait pas su apprécier sur le moment. L'odeur du café qu'elle préparait toujours trop fort, les livres qu'elle rangeait par couleur parce qu'elle trouvait ça plus joli, les petits mots qu'elle laissait sur le comptoir, soupe dans le frigo. Réchauffée 3 minutes. À 3 heures du matin, il la trouva. Une lettre. Pas pour lui, ou plutôt jamais destinée à être lue par lui. Elle était glissée dans un exemplaire des Odes de Hurlevent qu'il avait dans sa bibliothèque. Un livre que Camille avait dû ouvrir à un moment donné et oublier la lettre dedans. François la déplia avec des mains tremblantes. « Je ne sais pas pourquoi j'écris ceci. Peut-être parce que j'ai besoin de mettre des mots sur ce que je ressens avant de partir. Peut-être parce que je suis lâche et que c'est plus facile d'écrire que de parler. J'ai travaillé pour François Dumas pendant 6 ans. J'ai vu sa douleur, sa solitude, sa façon de se noyer dans le travail pour ne pas affronter le vide. Et quelque part en cours de route, j'ai arrêté de voir un employeur et j'ai commencé à voir un homme bon, brisé, qui méritait d'être aimé même s'il ne savait pas comment l'accepter. Je l'aime. Pas de la manière romantique des films, mais d'une manière profonde, patiente, qui fait mal, parce que je sais qu'il ne me verra jamais. Je suis la femme invisible qui maintient sa vie en ordre, pendant qu'il construit son empire de pain et de solitude. Mais après l'AVC, quelque chose a changé. J'ai cru, pendant un moment stupide et fragile, qu'il me voyait vraiment. Que peut-être, il y avait une chance. Mais je me trompais. Je me trompe toujours. Alors je pars. Non pas parce que je ne l'aime plus, je l'aimerai probablement toujours, mais parce que je ne peux plus être celle qui regarde de loin. Ça me tue lentement, comme un poison doux et silencieux. J'espère qu'il trouvera le bonheur. J'espère qu'il apprendra à vivre à nouveau, pas seulement à survivre. Et j'espère que peut-être quelqu'un d'autre saura lui donner ce que je n'ai pas su lui offrir, le courage de recommencer. Camille,
François laissa tomber la lettre. Ses mains tremblaient si fort qu'il dut s'asseoir. La douleur dans sa poitrine n'avait rien à voir avec son cœur physique. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien, quelque chose qu'il avait enfermé depuis la mort d'Hélène et qui maintenant explosait comme un barrage qui cède. Il pleura. Pour la première fois depuis l'enterrement d'Hélène, François Dumas pleura. Il pleura pour les années perdues, pour la solitude qu'il avait choisie, pour la femme qu'il aimait en silence pendant qu'il était aveugle. Et il pleura parce qu'il réalisait, avec une clarté terrifiante, qu'il ressentait quelque chose pour Camille, quelque chose de réel, de profond, de terrifiant. Ce n'était pas le même amour qu'avec Hélène, c'était différent, plus calme, plus mature. Un amour construit sur des matins silencieux et des tasses de thé, sur des regards partagés et des silences confortables. Un amour qui ne remplaçait pas le passé, mais qui ouvrait une porte vers un futur possible. Et il l'avait repoussé. Le lendemain matin, François appela le numéro de Camille. Il sonna dans le vide. Il rappela. Encore le vide. Panique montant, il appela l'entreprise de nettoyage pour laquelle elle avait travaillé avant de venir chez lui. On lui dit qu'elle avait démissionné, qu'elle était retournée à Grenoble chez sa sœur. François raccrocha le cœur battant. Grenoble. Elle était partie. Elle était vraiment partie. Il attrapa son manteau, ses clés de voiture. Il n'avait pas conduit depuis l'AVC, mais il s'en fichait. Il devait la trouver. Il devait lui dire, il devait au moins essayer. Sur la route vers Grenoble, alors que la pluie tambourinait sur le pare-brise et que les montagnes se dessinaient dans le brouillard, François réalisa quelque chose. Pour la première fois en 9 ans, il n'avait pas peur de vivre. Il avait peur de perdre. Et c'était complètement différent. L'appartement de la sœur de Camille était dans un immeuble modeste du quartier de la Bajatière. François sonna, le cœur dans la gorge. Une femme ouvrit, ressemblance frappante avec Camille, en plus jeune. « Oui, je m'appelle François Dumas. Je cherche Camille. » La sœur le toisa avec un mélange de surprise et de méfiance. « C'est vous. C'est moi. » Elle hésita, puis cria par-dessus son épaule. « Camille, quelqu'un pour toi !» Camille apparut dans le couloir, les yeux rougis, les cheveux détachés. Quand elle vit François, son visage devint blanc. « Monsieur Dumas, qu'est-ce que... Je peux te parler, s'il te plaît ?» La sœur regarda entre eux, puis hocha la tête vers Camille. « Je vais faire des courses. Prenez votre temps. » Elle attrapa son manteau et sortit, laissant un silence épais derrière elle. Ils s'assirent dans le petit salon, séparés par une table basse en bois clair. Camille regardait ses mains. François cherchait ses mots. « J'ai trouvé ta lettre. » Camille leva les yeux, horrifiée. « Quelle lettre ?»« Celle dans les hauts de Hurlevent. » Il la sortit de sa poche, la déplia. « Et avant ça, j'ai entendu ce que tu as dit, quand tu pensais que je dormais. » Le visage de Camille devint cramoisi. « Mon Dieu, je suis désolé. Je n'aurais jamais dû. C'était inapproprié. Vous êtes mon employeur et je... » « Camille, arrête. » Elle se tut, les yeux brillants de larmes contenues. François inspira profondément. « Pendant 6 ans, tu as été dans ma maison. Pendant 6 ans, tu as pris soin de tout, de moi, sans rien demander en retour. Et pendant 6 ans, j'étais tellement aveugle, tellement enfermé dans ma propre douleur, que je ne t'ai jamais vraiment vu. Monsieur Dumas. François. Appelle-moi François. » Elle hésita, puis hocha la tête. « J'ai eu peur. » Il continua. « Quand j'ai entendu ce que tu ressentais, j'ai eu une peur panique. Pas de toi, de moi, de ce que ça signifiait. Parce que si je reconnaissais que je ressentais quelque chose aussi, alors je devais admettre qu'Hélène était vraiment partie, que je devais arrêter de vivre dans le passé et commencer à vivre dans le présent. » Les larmes coulaient maintenant sur les joues de Camille. « Et qu'est-ce que tu ressens ?» Elle murmura. François la regarda, vraiment la regarda. Cette femme qu'il avait sauvée, qu'il avait aimée en silence, qui méritait tellement mieux que ses hésitations. Je ne sais pas exactement comment l'appeler. Mais quand tu n'es pas là, la maison est vide. Quand tu n'es pas là, je ne sais pas comment respirer. Quand tu n'es pas là, je réalise que j'ai passé 9 ans à survivre et que tu es la première personne qui me donne envie de vivre à nouveau. » Camille porta une main à sa bouche, étouffant un sanglot. « Je ne peux pas te promettre que ce sera facile. » François continua. « Je ne peux pas te promettre que je ne serai pas parfois distant ou perdu ou stupide, mais je peux te promettre que si tu me donnes une chance, une vraie chance, je ferai tout pour mériter ton amour.
Le silence s'étira comme un élastique prêt à rompre. Puis Camille se leva, contourna la table et s'agenouilla devant François. Elle prit ses mains dans les siennes. « François Dumas », elle dit, la voix brisée mais ferme, « tu as déjà mérité mon amour, depuis longtemps. » Et pour la première fois en 9 ans, François Dumas sourit, vraiment sourit, comme un homme qui vient de retrouver le chemin de la maison. Ils restèrent ainsi pendant un long moment. François assis sur le canapé usé, Camille agenouillée devant lui, leurs mains entrelacées comme deux naufragés, s'accrochant l'un à l'autre dans la tempête. La pluie continuait de tomber dehors, transformant Grenoble en une aquarelle floue de gris et de vert. Et maintenant, Camille demanda finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. François passa doucement son pouce sur le dos de sa main. C'était un geste simple, presque banal, mais chargé d'une tendresse qu'il n'avait pas exprimée depuis des années. Maintenant, on recommence. Pas comme employeur et employé, pas comme deux étrangers qui partagent un espace, mais comme deux personnes qui essaient de comprendre ce qu'elles peuvent construire ensemble. Camille leva les yeux vers lui, et François vit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Une fragilité sous la force, une vulnérabilité qu'elle cachait derrière son efficacité et son professionnalisme. « J'ai peur », elle avoua, « peur que ce soit un rêve, peur de me réveiller et de découvrir que rien de tout ça n'est réel. Moi aussi j'ai peur. » François l'aida à s'asseoir à côté de lui sur le canapé. Mais peut-être que c'est normal. Peut-être qu'avoir peur signifie qu'on a quelque chose à perdre. Et c'est mieux que de ne rien avoir du tout. La sœur de Camille, Margot, revint 1 heure plus tard avec des sacs de courses et un sourire complice. Elle avait manifestement pris son temps exprès. En voyant François et Camille assis côte à côte, une distance respectable mais une proximité émotionnelle évidente, elle hocha la tête avec satisfaction. « Bon, je vais préparer du café. Vous restez dîner, monsieur Dumas ?»« François ?» Il corrigea automatiquement. « Eh oui, avec plaisir, si ça ne dérange pas. »« Oh, ça ne dérange absolument pas. » Margot lança un regard entendu à sa sœur. « Ça fait longtemps que j'attends de rencontrer l'homme dont Camille parle dans son sommeil. »« Margot !» Camille devint écarlate. François ne put s'empêcher de sourire, un vrai sourire, celui qui atteignait ses yeux et effaçait momentanément les années de fatigue et de solitude. Le dîner fut simple. Une quiche lorraine que Margot avait préparée la veille, une salade verte, du pain frais de la boulangerie du coin. Mais il y avait quelque chose de profondément apaisant dans cette simplicité. François, habitué au dîner solitaire devant son ordinateur ou au repas d'affaires dans des restaurants étoilés, découvrait le plaisir d'une table partagée, de conversations qui serpentaient naturellement entre anecdotes et rires. Margot racontait des histoires d'enfance, Camille qui grimpait aux arbres malgré les interdictions de leur mère, Camille qui lisait sous les couvertures avec une lampe de poche, Camille qui défendait les plus faibles dans la cour de récréation avec une férocité surprenante pour une fille si calme. Elle a toujours été comme ça, Margot dit en regardant sa sœur avec affection. Forte, mais en silence. Elle ne crie jamais, ne fait pas de vagues. Mais quand elle aime avec tout son cœur. Camille baissa les yeux sur son assiette, embarrassée mais touchée. François posa doucement sa main sur la sienne sous la table. Un geste invisible pour Margot, mais qui fit battre le cœur de Camille plus fort. Après le dîner, François proposa de raccompagner Camille à Lyon. Il était déjà tard, la route serait longue, mais il ne voulait pas la laisser. Pas encore, pas si tôt. Dans la voiture, alors que les lumières de Grenoble s'éloignaient dans le rétroviseur et que l'autoroute se déroulait devant eux comme un ruban noir sous un ciel étoilé, Camille rompit le silence. « François, je dois te dire quelque chose. » Il jeta un coup d'œil vers elle avant de reporter son attention sur la route. « Je t'écoute. Je ne veux pas retourner travailler pour toi. Pas comme avant. » Le cœur de François se serra. « Tu veux dire, tu ne veux plus ?»« Non, ce n'est pas ça. » Camille se tourna vers lui. « Je veux dire que je ne peux pas être ton employé et en même temps, autre chose. Ce ne serait pas sain. Ce ne serait pas juste pour aucun de nous deux. » François hocha lentement la tête. Elle avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison. « Alors qu'est-ce que tu proposes ?» Camille prit une grande inspiration. « Je ne sais pas encore. Peut-être trouver un autre emploi. Peut-être retourner à l'école. J'ai toujours voulu étudier la littérature, mais je n'en ai jamais eu les moyens. Peut-être essayer de comprendre qui je suis en dehors de mon travail. Et nous ?» François demanda doucement. « Nous ?» Camille sourit dans l'obscurité. «
Nous, on apprend à se connaître vraiment, sans rôle, sans attente, sans la maison qui nous définit. Juste toi et moi, découvrant si ce qu'on ressent peut devenir quelque chose de réel et de durable. François tendit la main droite, cherchant la sienne. Camille la prit, entrelaçant leurs doigts. « Ça me semble sage », il dit finalement. « Et terrifiant. » Oui, les deux. Les semaines qui suivirent furent étranges et merveilleuses à la fois. Camille déménagea temporairement chez Margot à Grenoble pour prendre du recul et réfléchir à son avenir. François, de son côté, engagea une nouvelle employée de maison, une femme dans la cinquantaine, efficace mais distante, qui ne faisait rien de la manière dont Camille le faisait. Chaque tasse de café était trop faible. Chaque bouquet de fleurs était arrangé sans âme. Chaque pièce, bien que propre, semblait vide, mais François et Camille se voyaient. Pas tous les jours. Ils s'imposaient cette discipline, comprenant qu'ils avaient besoin d'espace pour devenir des individus avant de devenir un couple. Mais plusieurs fois par semaine, François faisait le trajet jusqu'à Grenoble, où Camille prenait le train jusqu'à Lyon. Ils se promenaient le long de l'Isère ou du Rhône. Ils s'asseyaient dans des cafés et parlaient pendant des heures, de livres, de musique, de leurs peurs d'enfance et de leurs rêves d'adultes. François découvrait que Camille avait un sens de l'humour mordant qu'elle cachait sous sa réserve habituelle. Camille découvrait que François, sous son extérieur austère, était quelqu'un de profondément sensible qui avait simplement oublié comment exprimer ses émotions. Un après-midi de novembre, assis sur un banc du parc de la Tête d'Or, regardant les feuilles dorées tomber paresseusement sur le lac, François se tourna vers Camille. « J'ai une proposition à te faire. » Camille le regarda avec curiosité. « Une proposition ? Oui, mais avant je veux que tu saches que tu peux refuser. Il n'y a aucune pression, aucune obligation. » « D'accord. » Camille sourit légèrement. « Tu m'intrigues. » François prit une grande inspiration. « Je veux ouvrir une nouvelle boulangerie. Pas comme les autres. Quelque chose de différent. Plus petit, plus intime. Dans le quartier des Pentes de la Croix-Rousse, là où il y a tous ces ateliers d'artistes et ces petites boutiques indépendantes. Un endroit qui ne serait pas seulement une boulangerie, mais aussi un café, un lieu de rencontre. Ça a l'air magnifique, Camille dit. Mais elle ne voyait pas encore où il voulait en venir. Et je veux que tu sois ma partenaire, ma vraie partenaire, pas mon employé. 50-50. Tu choisirais les livres pour la petite bibliothèque qu'on installerait, tu décorerais l'espace, tu aurais ton mot à dire sur tout. Ce serait notre projet. Ensemble. Camille le regarda, bouche bée. François, c'est énorme. Je ne sais rien sur la gestion d'une entreprise. Et alors, tu apprendras. J'étais bien obligé d'apprendre quand j'ai ouvert ma première boulangerie. On apprendra ensemble. Mais l'argent, je ne peux pas investir. Je t'ai dit 50-50. Pas financièrement. Bien sûr que non, je ne te demanderai jamais ça. Mais en termes de décision, d'implication, de propriété émotionnelle du projet, ce serait autant le tien que le mien. Les larmes montèrent aux yeux de Camille. Pourquoi ? Pourquoi ferais-tu ça ? François prit ses mains dans les siennes. Parce que je veux construire quelque chose avec toi. Pas pour toi, pas à côté de toi, avec toi. Parce que tu mérites d'avoir ton propre espace dans ce monde, pas seulement de prendre soin de l'espace des autres. Et parce que je crois en nous, en ce qu'on pourrait devenir. Camille pleura. Puis elle rit à travers ses larmes. Puis elle se jeta dans les bras de François, le serrant si fort qu'il pouvait à peine respirer. « Oui !» elle murmura contre son épaule. « Oui, oui, 1000 fois oui !» Les mois d'hiver passèrent dans un tourbillon d'activités. Ils trouvèrent l'espace parfait, un ancien atelier de soierie dans le quartier de la Croix-Rousse, avec de hautes fenêtres qui laissaient entrer des flots de lumière et des poutres en bois apparentes qui donnaient à l'endroit un charme intemporel. Camille se révéla avoir un œil extraordinaire pour le design. Elle choisit des couleurs chaudes, ocre, terracotta, vert sauge, qui rendèrent l'espace accueillant sans être écrasant. Elle installa des étagères remplies de livres d'occasion qu'elle chinait dans les bouquinistes le long de la Saône. Elle accrocha des photos en noir et blanc de vieux lions, des portraits de femmes travaillant dans les ateliers de soie, des enfants jouant dans les rues pavées. François se concentra sur la cuisine et les recettes. Il expérimenta avec des pains au levain, des viennoiseries avec des touches modernes, des tartes qui mariaient tradition française et influence méditerranéenne. Chaque soir, il rapportait des échantillons à Camille, qui les goûtait avec le sérieux d'un critique gastronomique et l'honnêteté d'une amie.
Celui-ci est trop sucré. Celui-là manque de texture. Celui-là. Elle fermait les yeux, savourant. Celui-là est parfait. Il riait beaucoup. Ils se disputaient parfois, sur la couleur des chaises, sur le nom de la boulangerie, sur l'emplacement du comptoir. Mais même leur dispute avait quelque chose de joyeux, parce qu'elle venait d'un lieu d'investissement partagé, de passion commune. Un soir, alors qu'ils peignaient ensemble l'un des murs en verre sauge, Camille, perchée sur une échelle, de la peinture dans les cheveux et sur le nez, se tourna vers François. « Est-ce que tu es heureux ?» François, qui tenait le rouleau de peinture, s'arrêta. Il réfléchit à la question, vraiment réfléchit, avant de répondre. « Oui. Pour la première fois en 9 ans, je peux dire oui sans hésitation. » Camille sourit, et ce sourire était comme le soleil perçant à travers les nuages. La boulangerie ouvrit en mars, juste au moment où les premiers bourgeons apparaissaient sur les arbres. Ils l'appelèrent le pain et la plume, un clin d'œil à l'amour de Camille pour les livres et à l'artisanat de François. L'inauguration fut modeste. Quelques amis, les gérants des autres boulangeries de François, Élodie qui était venue spécialement de Paris, Margot qui avait fait le voyage depuis Grenoble. Les premiers clients furent des habitués du quartier, des artistes, des étudiants, des retraités qui cherchaient un endroit où s'attarder avec un café et un livre. Petit à petit, le pain et la plume devint ce que François et Camille avaient imaginé. Un lieu de rencontre, un espace où les gens ne venaient pas seulement pour acheter du pain, mais pour se connecter, pour respirer, pour exister. Camille s'épanouissait d'une manière que François n'aurait jamais pu prévoir. Elle parlait avec les clients, recommandait des livres, organisait des soirées de lecture le jeudi soir. Elle avait décidé de s'inscrire à des cours du soir en littérature à l'université Lyon 2. Et elle revenait de chaque classe les yeux brillants d'excitation, impatiente de partager ce qu'elle avait appris. François, de son côté, retrouvait le plaisir simple de créer. Pendant des années, ces boulangeries avaient été des entreprises, efficaces, rentables, mais dénuées d'âme. Le pain et la plume étaient différents. C'était un projet d'amour, littéralement et métaphoriquement. Ils ne vivaient pas ensemble, pas encore. Ils avaient décidé de prendre leur temps, de construire leur relation lentement, pierre par pierre. Camille avait trouvé un petit studio à 2 rues de la boulangerie, un espace qui lui appartenait vraiment pour la première fois de sa vie. François restait dans sa grande maison de la montée de la Grande Côte, mais maintenant, elle ne se sentait plus comme un mausolée. Elle se sentait comme une maison qui attendait patiemment le prochain chapitre. Un soir d'avril, alors que le soleil couchant incendiait le ciel au-dessus de Lyon, François proposa à Camille de faire une promenade le long du Rhône. Ils marchèrent en silence pendant un moment, profitant de la douceur de l'air printanier et du son de l'eau léchant doucement les berges. Ils s'arrêtèrent près du pont de la Guillotière, regardant les lumières de la ville se refléter dans le fleuve comme des étoiles tombées du ciel. François se tourna vers Camille, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. » Il commença, sa voix douce, mais claire. Camille le regarda, attendant. « Quand Hélène est morte, j'ai cru que ma vie était finie. Pas dans le sens dramatique, mais dans le sens littéral. Je pensais que j'avais eu ma chance d'être heureux, que c'était tout ce que j'aurais jamais, et que le reste de mes jours serait juste. Exister, respirer, continuer. » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Et puis tu es arrivé. Pas dans un grand moment dramatique, pas avec des feux d'artifice ou des déclarations. Tu es juste arrivé, jour après jour, année après année. Et lentement, sans que je m'en rende compte, tu as ramené la lumière dans ma maison, dans ma vie. » Les larmes coulaient silencieusement sur les joues de Camille. « J'ai eu tellement peur quand j'ai réalisé ce que je ressentais. » François continua. « Peur de trahir Hélène, peur de ne pas être assez bien pour toi, peur de tout gâcher. Mais ce que j'ai compris, c'est que Hélène n'aurait jamais voulu que je reste enfermé dans le passé. Elle m'aimait assez pour vouloir que je vive, vraiment vive. » Il leva une main pour essuyer délicatement les larmes sur le visage de Camille. « Tu m'as appris à revivre, Camille. Tu m'as montré qu'il était possible d'honorer le passé tout en embrassant le futur. Et je ne peux jamais assez te remercier pour ça. » Camille secoua la tête. « Tu n'as pas à me remercier. Tu as fait la même chose pour moi. Tu m'as vu, vraiment vu. Pas comme une employée, pas comme une ombre, mais comme une personne entière, avec des rêves et des désirs, et une vie qui mérite d'être vécue pleinement. » François sourit. Ce sourire qu'il réservait maintenant uniquement pour elle, doux et vulnérable.
Alors on se remercie mutuellement? Ça me semble juste. Ils restèrent ainsi pendant un long moment, mains entrelacées, regardant le fleuve couler vers la Méditerranée, vers l'avenir, vers toutes les possibilités qui s'ouvraient devant eux. « François ?» Camille demanda finalement. « Oui, je t'aime. Je te l'ai déjà dit, mais je veux te le dire maintenant, ici, à voix haute et sans peur. Je t'aime. » François sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine, une tension qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était que de ne pas la voir. « Je t'aime aussi, Camille. Je ne sais pas quand c'est arrivé exactement, mais c'est là. Profond et réel et un peu effrayant. Mais c'est là. » Camille rit à travers ses larmes. « Un peu effrayant? Terrifiant, en fait, mais du genre de terreur qui te fait sentir vivant. » Et là, sur les berges du Rhône, avec la ville qui brillait autour d'eux et le printemps qui promettait des renouvellements, François prit Camille dans ses bras. Pas de manière passionnée ou désespérée, mais avec la tendresse de quelqu'un qui avait appris que l'amour n'était pas toujours un feu d'artifice. Parfois, c'était une flamme calme et constante qui réchauffait doucement, qui illuminait les coins sombres, qui durait. Les mois passèrent. L'été arriva avec sa chaleur et ses touristes, mais le pain et la plume conserva son caractère de refuge pour les locaux. Camille réussissait brillamment ses cours à l'université. François lançait une nouvelle ligne de pâtisserie inspirée des voyages qu'Hélène et lui avaient faits autrefois. Une manière de l'honorer sans être prisonnier du passé. Élodie visitait régulièrement depuis Paris, ravie de voir son oncle transformé. « Car tu sais, elle dit un jour à Camille pendant que François était dans la cuisine, « je ne l'avais jamais vu sourire comme ça. Même avant tante Hélène, il n'était pas comme ça. Vous vous êtes trouvés au bon moment. Ou peut-être que tous les moments étaient les bons. » Camille répondit doucement. Il fallait juste qu'on soit prêt à les voir. En septembre, exactement 1 an après l'AVC de François, ils décidèrent de passer un week-end dans les Alpes. Ils louèrent un petit chalet près d'Annecy, avec vue sur le lac et les montagnes qui se découpaient contre le ciel d'un bleu impossible. Le premier soir, assis sur la terrasse avec des couvertures sur les genoux et du vin chaud dans leur tasse, François se tourna vers Camille. « J'ai pensé à quelque chose. » Camille était perdue dans la contemplation des étoiles. Peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas, commencer à penser à vivre ensemble. Pas tout de suite, pas demain, mais bientôt. Camille tourna la tête vers lui, surprise mais heureuse. « Tu es sûr? Je ne veux pas que tu te sentes pressé ou... » « Je suis sûr. » François prit sa main. « Ma maison a besoin de redevenir un foyer. Et tu es la seule personne avec qui je peux imaginer ça. » Camille sourit, ce sourire qui illuminait tout son visage. « Alors oui, bientôt. » L'automne revint, peignant Lyon dans des tons d'or et de rouille. François et Camille commencèrent à transformer la grande maison de la montée de la Grande Côte. Pas en effaçant Hélène, mais en faisant de la place pour leur propre histoire. Une nouvelle bibliothèque pour les livres croissants de Camille. Un petit bureau où elle pourrait étudier. Des photos d'eux à côté des photos du passé de François. Le pain et la plume prospéraient. Les soirées de lecture du jeudi étaient devenues si populaires qu'ils devaient maintenant réserver. Les habitués apportaient leurs propres livres, les échangeaient, discutaient passionnément de littérature en buvant du café et en grignotant des croissants que François faisait cuire spécialement pour ces occasions. Un jeudi soir, après que le dernier client soit parti et qu'ils aient fermé la boutique, Camille et François restèrent assis au comptoir, fatigués mais satisfaits. « Tu te souviens ?» Camille dit doucement. « Quand tu as dit que tu avais peur de trahir Hélène en étant heureux à nouveau ?»« Oui. Est-ce que tu as encore cette peur ?» François réfléchit, vraiment réfléchit. « Non, je pense qu'elle serait heureuse pour nous. Je pense qu'elle aurait aimé te connaître. Et je pense qu'elle me pardonnerait d'avoir pris si longtemps pour apprendre à revivre. » Camille posa sa tête sur son épaule. « On a tous notre propre rythme. »« Oui, et j'ai eu de la chance que tu aies été assez patiente pour attendre le mien. » Un après-midi de novembre, exactement 1 an après leur promenade au parc de la Tête d'Or où François avait proposé la boulangerie, ils retournèrent au même banc. Les feuilles tombaient à nouveau dorées et pourpres, créant un tapis croquant sous leurs pieds. « On a parcouru beaucoup de chemin. » Camille observa, « plus que je n'aurais jamais pu imaginer. » François passa son bras autour de ses épaules, l'attirant contre lui. Ils restèrent ainsi en silence, regardant le lac, les canards glissant paresseusement sur l'eau, les familles se promenant dans l'après-midi doux. « François ? Oui, je suis heureuse.
vraiment, profondément heureuse. Il embrassa le sommet de sa tête. « Moi aussi, mon cœur, moi aussi. » Et dans ce moment simple, assis sur un banc dans un parc entouré de feuilles qui tombaient et de la vie qui continuait autour d'eux, François Dumas réalisa quelque chose de fondamental. Il n'était plus l'homme qui survivait. Il était l'homme qui vivait, qui aimait, qui construisait un futur au lieu de pleurer le passé. L'amour, découvrit-il, n'était pas une trahison des morts. C'était un hommage à la vie elle-même, à sa capacité à se renouveler, à guérir, à créer de la beauté même dans les ruines. Et Camille, cette femme qui l'avait aimé en silence pendant si longtemps, qui avait attendu patiemment qu'il soit prêt à la voir vraiment, était son guide vers cette nouvelle vie. Non pas en effaçant ce qui avait été, mais en l'aidant à écrire un nouveau chapitre. Un chapitre plein de pain frais, de livres partagés, de rires doux et de l'amour tranquille de deux âmes qui avaient retrouvé leur chemin l'une vers l'autre après s'être perdues si longtemps. Le soleil commençait à baisser, peignant le ciel en rose et orange. Ils se levèrent, main dans la main, et commencèrent à marcher vers la maison. Leur maison, pas celle de François, pas celle de Camille, mais la leur. Et dans ce geste simple, marcher ensemble vers la maison alors que le jour s'achevait, résidait toute la promesse de leur futur, fait de matins partagés et de soirs tranquilles, de défis surmontés ensemble et de joies célébrées à deux, d'un amour qui n'avait pas besoin d'être bruyant pour être profond. L'histoire de François et Camille n'était pas celle d'un amour de conte de fées, explosif et dramatique. C'était l'histoire d'un amour mature, patient, construit sur des fondations de respect mutuel, de tendresse quotidienne et de la compréhension profonde que parfois, le plus grand acte de courage est de permettre à quelqu'un d'autre de nous aimer et d'accepter de les aimer en retour. Et alors qu'ils disparaissaient dans les rues dorées de Lyon, deux silhouettes se fondant dans la lumière du crépuscule, on pouvait presque entendre le murmure du Rhône approuvant leur histoire, une histoire de perte et de découverte, de douleur et de guérison, de mort et de renaissance, une histoire en somme profondément humaine.